dernière trouvaille. Une petite carte, dessus il y a un petit soldat, un enfant, déguisé en soldat, il lance des grenades. 4 novembre 1916. Bien reçu ta carte. Où tu oublies de mentionner ton heureux résultat, espèce de cachotier. Il est son Non, c'est mon grand-père. En fait, à 17 ans et demi, il décide de devancer l'appel en 1916. Parce que les garçons, ils sont obligés de partir à la guerre à 18 ans. Mais s'ils voulaient, ils pouvaient partir un peu avant, 6 mois plus tôt, quoi. Donc lui, il fait comme ça, et après quelques semaines d'instruction, il est déclaré bon pour le service. Et c'est donc une lettre de félicitations de sa tante. Heureux résultat, ça veut dire qu'il est heureux d'aller à la guerre? Voilà. Rien de nouveau, mon grand, depuis que nous nous sommes vus. Tout le monde va bien. T'enverrai un petit mot aussitôt qu'il y aura du nouveau. Bon baiser des petits et des grands. Tâche de ne pas te fourrer sous un canon au moment où le coup partira. À part cela, ne t'en fais pas. Voilà la vraie maxime du moment. Bah et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non? Ah non, sinon je ne serais pas là. Non, en fait, dès la première bataille, il a reçu un tout petit éclat d'obus dans le crâne. Et il a eu la chance parce que c'est passé juste à côté des centres vitaux. Et donc, comme il était blessé, il a été démobilisé. Donc moi, quand j'ai commencé à faire ce travail là sur la Grande Guerre, chercher des archives, tout ça, ma maman, elle a sorti de l'armoire une boîte dans laquelle on garde des souvenirs de famille. Et puis, il y avait des cartes, des lettres comme celle-ci. C'est moi, dans ma famille, enfin c'est sans doute dans nos familles, quand on parlait de cette grande guerre, c'était la guerre du grand-père, quoi, la guerre entre la France et l'Allemagne. Et je ne comprenais pas très bien pourquoi on parlait d'une guerre mondiale. Et puis, voilà qu'en 2014, notre président de la République, il invite 64 chefs d'État pour les commémorations. Les commémorations, c'est fêter, enfin, se souvenir qu'il y a 100 ans commençait cette chose absolument monstrueuse ici en Europe, cette boucherie qui a fait des millions de morts. Dans 64 pays. Et figure-toi que la petite commune de Blériot, juste à côté de Calais, elle a vu arriver le président de la République des îles Fidji. Là-bas, vers l'Australie, dans le Pacifique. Oui, il venait honorer les tombes de ses compatriotes qui sont morts là. Il travaillait dans les Labour Corps, c'est-à-dire les sections de travailleurs pour l'armée britannique. Et oui, ça c'est des Anglais. Oui. Parce qu'en 1914, le monde n'est pas exactement comme aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les empires coloniaux. C'est-à-dire que les grands pays d'Europe, ils ont décidé de se partager le monde. Donc l'empire britannique, les Anglais, c'est aussi le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, Terre-Neuve, l'immense sous-continent indien. La France, elle possède un bon tiers de l'Afrique noire, le Maghreb, le Vietnam, Madagascar, l'île de la Réunion, la Polynésie, les Antilles. Bref, on pensait que cette guerre, elle allait être courte, hein, quelques semaines, pof, on y va et puis on revient chez soi. Eh ben non, elle a été très longue et en plus il y a eu des milliers de morts. Donc on avait besoin d'hommes pour faire cette guerre. Et donc les empires britanniques et français ont fait venir des hommes de toutes leurs colonies. Et même ici, dans la région, puisque la région a servi d'arrière-front, c'est-à-dire de base arrière pour les armées britanniques. Et ici aussi à Saint-Omer. Oui, bien sûr, ici, à Saint-Omer. Donc voilà, avec Isabelle, on s'est dit, ces hommes qui sont venus là des 4 coins du monde, eux aussi, c'est comme mon grand-père, ils avaient des familles, ils ont écrit, ils ont parlé sur cette guerre. Alors qu'est-ce qu'ils en ont dit? Qu'est-ce qui s'est raconté? On est parti à la recherche des témoignages et on a trouvé. Ce qu'on voulait vous dire en fait, c'est que tout ce que vous allez entendre dans le spectacle, ce sont que des histoires vraies. On n'a rien inventé. Même la carte de mon grand-père, je ne l'ai pas inventée. Oui, puis on a trouvé aussi des articles, des faits divers, des réclames, enfin, des pubs de l'époque dans les journaux. Oui, et puis donc des lettres, des souvenirs, des gens qui ont écrit après la guerre. Et puis Isabelle, elle est partie à la recherche de chansons. Donc vous allez entendre des chants dans différentes langues. Enfin, pas 64. Puis on a vu aussi, en fait, pendant cette guerre, le rôle important qu'ont joué les femmes. Oui, et pas seulement à l'arrière, mais aussi parfois très près du front, avec les armées, et puis beaucoup en tant qu'infirmières.
1917. Je me rends dans un endroit dégagé, au milieu des bois, afin de prier, en compagnie d'autres Blocs, de la même compagnie que moi. Faisons une offrande à l'esprit du soleil, afin que celui-ci nous protège dans les combats à venir. Strangling Wolf, loup qui étrangle, se plante une aiguille près du genou. Il découpe un morceau de sa peau. Il tend les lambeaux vers le soleil et prie. Aide-nous, soleil, à survivre à cette terrible guerre, que je puisse revenir vers les miens. Je te le demande, en t'offrant mon corps en guise de nourriture. Strangling Wolf, loup qui étrangle, enterre ensuite son offrande. Il a survécu à la guerre et a pu rejoindre sa réserve. Quant à Mike Mountain Horse, cheval des montagnes, qui a raconté son histoire, selon la tradition des Indiens des grandes plaines, il a fait dessiner ses souvenirs de guerre sur une peau de vache. C'est Ambrose Tucci, 2 têtes, qui l'a réalisé. Champ de bataille à vendre. Propriétaire demande acquéreur pour un champ de bataille. Possibilité de mise en valeur commerciale de cet emplacement désormais historique et du souvenir attaché à cette terre rougie par le sang de nos soldats. Vol au château. À la suite de vols répétés effectués au château d'Ardelot, où sont cantonnées les troupes britanniques, le lieutenant Clark, exerçant une surveillance particulière, est parvenu à surprendre les voleurs. Dans un sac, l'officier a retrouvé un bloc-notes, une planchette de tir et une silhouette représentant une mitrailleuse. Bien que les objets dérobés n'aient qu'une valeur infime, le colonel commandant a porté plainte à la gendarmerie afin de faire un exemple. Les voleurs, au nombre de 3, sont âgés respectivement de 7, 8 et 12 ans. Les premiers à avoir subi la guerre, ce sont les Belges, et ils sont arrivés dans notre région en tant que réfugiés. On a retrouvé à l'intérieur d'une canne bien cachée un texte d'un père de famille.
On le savait qu'il fallait fuir. La plage a été remplie de réfugiés. Certains payaient des bateaux, des pêcheurs pour partir en Angleterre, mais nous, on a gardé des vélos. Un vélo pour chaque membre de la famille, et puis les bagages. C'est comme ça qu'on est parti, le long de la côte. Et là, on nous a dit qu'on pourra peut-être jamais rentrer chez nous. C'est affreux. C'est affreux à entendre. Tu sais que tu peux partir et tu rentreras peut-être jamais. Être banni de son propre pays. Enfin, c'est comme ça qu'on est arrivé sur la côte d'Opale. Ah, c'est joli, hein. Je travaille à Wimereux et on loge à 8000. Je travaille pour les Anglais et les Britanniques. Ben, on doit partir. Je ne garde que ma canne. J'ai écrit dedans jusqu'où on a fui. Et demain, je continuerai à écrire. Parce qu'on va continuer. Peut-être un peu, peut-être beaucoup. Quand on fuit, on est sûr de rien. Tiens, chez l'élève d'un collégien Saint-Omer, ça va t'intéresser, il décrit les réfugiés à son frère qui est sur le fond. Attends. Pendant 5 jours, les réfugiés sont arrivés à Saint-Omer par tous les trains, à toutes les heures, des milliers et des milliers. Ils viennent de Dunkerque, pour les Belges, d'Asbrook, d'Esther, de Valenciennes, de Lille, pour les gens du Nord. Pâles et tristes, ils cherchent un regard ami, ou ne relèvent même pas la tête, sûrs de ne pas trouver d'aide. Et maintenant, que devons-nous faire? Les uns regrettent d'être descendus du train et parlent de repartir, mais ils n'ont pas d'argent. Les femmes et les enfants vont de par les rues essayer de trouver un endroit, n'osant même pas tendre la main pour avoir de quoi acheter du pain pour leurs petits qui pleurent. Nous n'avons plus de maison, oh là là. Les ennemis ont oublié, jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Étaples! Oh, intriguée et crasseux. Oh, les rues sont si étroites que tu peux poser les murs de chaque côté de la voiture. Rue sinueuse, sans égout. Là, si tu passes par la rue du Paradis et que tu respires seulement 2 fois, tu es sûr de vomir. Comme une boîte. Nous passons près du dépôt des ambulances que nous appelons le coin de l'autostop, jusqu'au champ des hôpitaux. Là s'étire au moins 6 kilomètres d'hôpitaux. Tu as l'hôpital numéro 26, 2600 patients à lui seul. Il y en a 10 comme ça dans le camp. Une longue défilée de cabanes, de tentes plantées dans le sable des dunes. Je n'ai jamais rien vu d'aussi pitoyable. Ici, on essaye de réparer des gueules cassées, on coupe bras et jambes. Tu verras, pendant la nuit, on entend encore dans nos rêves le bruit terrible de la scie. On soigne aussi des chevaux, des chiens, des pigeons voyageurs. Des centaines d'hommes passent par ici chaque jour. Leur disons au revoir. Bye bye. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. Long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Farewell, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long way to Tipperary. But my heart's goodbye.
charmantes venteuses, à minuit, au milieu d'un immense et immonde campement. Cela ne semblait être ni la France, ni l'Angleterre, mais une sorte d'enclos, où les bêtes sont parquées avant le désastre. Je pensais cette nuit-là. Enfin, penser. Je suis incapable de penser maintenant. Ma pensée reste en suspens, une sorte d'ellipse. Et je pensais à cette très étrange expression des visages au camp, incompréhensible. Personne n'a jamais vu ça dans aucune bataille, mais juste à étapes. Ce n'était pas du désespoir, plus terrible que de la terreur, une sorte d'absence d'expression aveuglée comme You mean just like a dead rabbit? un lapin mort. C'est ce qu'écrit le grand poète anglais Wilfrid Owen dans une lettre à sa mère, quelques semaines avant sa mort en 1918, à l'âge de 24 ans. Oui, impossible de parler de notre littoral qui fut l'arrière-front des Britanniques, qui était tenu par les Britanniques depuis la Belgique jusqu'à la Somme, sans parler d'Étaples. Tous les soldats de la BEF y ont transité. British Expeditionary Force. Là, écoute ça. La petite ville d'Étaples, qui ne comptait avant-guerre que 4000 habitants, a été choisie pour y installer un immense camp permettant d'accueillir, tiens-toi bien, les 1 500 000 soldats de l'armée Kitchener. Tu as trouvé l'article du New York Times de 1915 sur le camp en construction. Alors attends, la localisation d'Étaples près des lignes de chemin de fer est stratégique. Ces immenses champs permettent de faire camper un très grand nombre d'hommes. Les tentes rondes de l'armée, montées sur des socles en bois, logent chacune 10 à 18 hommes. Chaque unité possède son équipement complet, cuisine et autres dépendances. Un système d'adduction d'eau colossal a été édifié. Et à Étaples, le grand marché à poissons a été transformé en bain ou par groupe. Attends, par groupe de 100, les soldats peuvent venir profiter de l'eau chaude. Wow. Et uniforme neuf et saillant qui complète du combattant, chevaux magnifiques. Il faut admirer le management qui fait la réputation de la British Army. On dit management. Vera Brittain. Vera Brittain est une jeune Anglaise. À 24 ans, elle décide de s'engager comme infirmière alors que son frère et son fiancé sont partis comme soldats. Elle vivra les 4 années de guerre. Les garçons, eux, y laisseront leur vie. Elle deviendra une auteure très célèbre en Angleterre. Elle écrira ses mémoires, A Testament of Youth, constamment réédités depuis sa publication. septembre 1916. Me voilà à Étaples, affecté au secteur des prisonniers allemands. Un Prussien blessé grave qui doit être bientôt transporté en Angleterre, tend sa main émaciée vers moi alors qu'on le pose sur une civière. Thank you, sister. Après un moment d'hésitation, je prends les doigts pâles dans les miens, en pensant combien cela serait ridicule de tenir amicalement la main que celui qu'Édouard, mon frère, a tenté de tuer de son mieux 2 semaines plus tôt. Le monde est fou, et nous en sommes tous les victimes. Ces garçons brisés, qui paient pour une situation qu'aucun d'eux n'a désirée, ni fait la moindre chose pour qu'elle advienne. Presque tous les prisonniers appréhendent la mort avec un flegme stoïque. Hop, Miroy, la patronne de notre secteur, toujours, oui, la responsable, toujours aussi bornée et efficace.
Oh, je déteste voir un homme mort, à moins qu'il ne s'agisse d'un... Allez, aide-moi à porter cet homme dehors et ouvre la fenêtre, que son âme s'en aille. And now, a cup of tea, please. Il a mille autres raisons d'ouvrir la fenêtre par cet air empuanti. Septembre est aussi merveilleusement ensoleillé qu'août a été pluvieux. Cette atmosphère lourde et déprimante dont nous souffrons toutes ici et que nous appelons l'état métis. Belle matinée de septembre, Nora et moi décidons d'aller faire une promenade dans les Pinèdes et les dunes. Journée Paris-Plaging. Oh, nous arrivons juste avant midi dans un petit hôtel-restaurant. Quand arrive un officier australien, accompagné d'une infirmière. C'est une Queen Alexandra Research System. C'est une Australienne aussi. Dans un mauvais français, il demande une chambre pour la nuit. Il remarque notre présence et nous jette un regard glacé et méprisant qui dit parfaitement ce qu'il veut dire. Du genre, What are you doing here, you to get away? Qu'est-ce que vous faites là toutes les deux? Fichez-moi le camp. Nous remarquons que si cette sister veut gérer sa vie de cette manière, c'est son affaire, ce n'est pas la nôtre. De toute façon, nous déplorons le choix de l'officier, mais ce choix doit être assez limité. Nous quittons la place. Une nouvelle. Quelle nouvelle? Sur le front vient de circuler. Ce n'est qu'un bruit d'empoilure. On ne peut plus rester tranquille. Des femelles, très très belles, vous paraît-il rappliquer pour calmer les abstentions. Comme des initiations premières pour ces nouveaux bordels militaires, on mettra sur les lanternes pour poilu l'amour gouverne. On pourra de cette manière voir tous les confrères faire la queue les jours de repos, et ça ne sera pas pour la peau. Buffro est un poilu, et l'été 1917, il est en permission. Les rares civils du train, ils nous fuient. La clientèle des cafés, des ouvrières tirées du front pour aller travailler dans les usines, des galonnés qui font l'instruction avant de partir au front, tiens, embusqués, ouais. Certains parades là, en uniforme fantaisier parlent de la guerre, du front, comme s'ils savaient ce qui se passe là-bas. J'ai été voir une de mes cousines à Villiers. Tu sais pas ce qu'on va dire pour me remonter le moral. Oh, t'es pas encore mort. Les aventures sexuelles du poilu. En cachette, j'ai réussi à embrasser la bonne du café là-bas. Ah bah ouais, le soldat il est tellement en manque qu'il trouve toutes les filles belles. Ah puis alors les maisons publiques, ça déborde, hein. Attention, les gradés sont prioritaires. Bah oui, tu parles. Eux, ils ont droit aux jolies filles bien maquillées, à moitié nues. Moi, quand je débarque avec mes brodequins, mes dents de moltière et ma capote toute déglinguée, personne ne fait attention aux gros poilus. Alors bon, sirotin de nuit pendant un moment, c'est ben là tout mon plaisir. Et tu connais pas la nouvelle invention du haut commandement? Les BMC. T'es sûr qu'on dit pas les BMC plutôt? Ah non, BMC c'est du franchise, un bordel militaire de campagne. Parce que pour les roast-beef, c'est les blue light et les red light. Les blue light c'est pour les officers et les red light c'est pour les privates, les simples soldats. Alors attention, hein, faut pas se tromper de couleur. En tous les cas, là-dedans, je vais dire, hein, les filles, elles sont sous contrôle très strict des médecins de l'armée. Elles vont faire attention, hein. Les maladies vénériennes, les MST là, hein,
ça pullule, hein. Alors, on nous a distribué du matériel de protection en caoutchouc, vous voyez, enfin, du truc de nettoyage. Bah oui, du Rex Latex, à l'époque, gouffre en bois, ça n'existait pas. On sait comment on pourrait. Mais d'ailleurs, les bordels, qui sait ce que ça veut dire ici, un bordel? Bah, les maisons closes, les maisons publiques, quoi. Eh ben, c'est des endroits où le haut commandement militaire embauche des pauvres filles pour que les soldats ils puissent partir au front. Voyez le truc. L'autre jour, avec ma section, on est de surveillance d'une de ces maisons, ben je te dis pas, oh le défilé incessant, ben dis donc, alors là ça n'arrête pas. Alors, on y voit toutes les couleurs, les Marocains, les Vietnamiens, les tirailleurs, c'est des... Oh alors là, et puis il y a de la bagarre parce qu'ils sont pressés. Oh, bah, c'est l'avantage, hein. 100 clients par jour, sans buvette, sans musique, caca d'usine, 9h, midi, 14h, 20h. Et puis près des gares, c'est les muets hein, qui attendent les départs et les arrivées du train. Allez mon petit chéri, un petit coup avant de partir. Ben oui, les pauvres puceaux, ils veulent connaître ça au moins une fois avant de... Comme les hommes ont en somme beaucoup plus ou moins d'autant. Allez, pousse! Allez, Morpion, les saloperies sont crasses juste devant les bonnes moltières. Il est juste qu'au village, de belles petites nous soulagent. On chuchote, on complote, car ce sera très rigolo. Voir ces dames qui parlent bonheur chercheront des puces dans le secteur. Dévoilons les clientèles. Ira au cul et ces demoiselles pour chercher dans nos liquettes le toto qui fait la gravette. Ça nous donnera du courage pour que notre visage nous remercie gentiment d'un sourire des plus charmants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de nombreux soldats de nombreux pays sont venus ici pour cette guerre. En tant qu'ouvriers, c'est à préparer les arrière-fronts dans les usines, les dockers, mais aussi comme soldats. Et tout le monde n'est pas d'accord. L'indigène, militarisé, qui a tué à coups de baïonnette un blanc dans les tranchées et qui a eu des relations sexuelles avec une femme blanche perdra sa foi dans la supériorité blanche. On ne peut tout de même pas considérer un nègre comme un camarade. Les nécessités fait force. On embauche. Le caporal va. Lui est anamite, vietnamien. Voici son regard sur le monde étrange qu'il découvre, ainsi que quelques lettres de soldats indiens venant de l'Inde. Je vous écris ces quelques caractères
afin que tous, à la case, sachiez que je me porte bien. On nous a mis dans le bateau à feu, à Marseille. Tout le bataillon et les voitures s'en sont allés vers le nord, à travers le pays. Falansa, France, Falansa, qui est une terre fertile, mais rien qu'en rizière sèche. Nous travaillons à réparer les routes, casser des pierres, transporter de gros poulets pleins de poudre, de balles et d'air empoisonné. Vous m'avez demandé des renseignements sur ce pays, mais 2 ou 3 officiers indiens se sont fait casser pour cela. On lit les lettres au commandant avant qu'elles ne soient fermées, et on lit les lettres venant des Indes avant qu'elles ne soient données aux soldats. Lettres du soldat Muhammad Ali Khan. Hier, il a plu de la rosée blanche. Quand on en prend un peu dans la main, elle fond comme le sel dans l'eau. Il fait très froid, et l'eau des rivières, des ruisseaux, des pluies est devenue comme de la pierre. En France, les arbres n'ont pas de feuilles. On nous a donné des vestes épaisses, des chaussettes, des souliers occidentaux, des couvertures. Nous recevons aussi du tabac, du bois à brûler et du charbon de pierre. Je loge depuis 3 mois chez une femme d'un âge avancé. Ses 3 fils sont mobilisés. L'un a été tué, l'autre blessé et le 3e est dans les tranchées. Pas de mots pour décrire sa gentillesse. Elle lave mes habits, arrange mon lit, cire mes chaussures. Chaque matin, elle me donne un plateau avec du pain, du beurre, du lait et du café. Continuellement, je cherche un moyen pour rembourser ses dépenses, mais plus je la presse et plus elle refuse. Quand nous quittons le village, la vieille dame pleure sur mon épaule. Je ne l'ai jamais vue pleurer pour son fils mort, elle pleure pour moi. À mon départ, elle me pousse à accepter un billet de 5 francs. Lettre du soldat Cher Bahadur Khan. L'armée occidentale est immense, énorme. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Il y a des fantassins, des arabes, des cavaliers, beaucoup de canons, gros comme des banians. Comme des quoi? Des arbres géants d'Asie, des bateaux volants, des ballons attachés à une corde pour observer l'ennemi, des milliers de voitures, des bateaux, machines, pareilles à des maisons de fer avec des canons dedans. Les soldats français tuent les pirates ducs. C'est les Allemands, les pirates ducs? En nombre incalculable, les mandarins, nos chefs, nous disent que c'est horrible à voir. Dans ce pays, il n'y a personne qui n'ait reçu d'éducation, même les femmes. Les hommes sont à la guerre. Les femmes travaillent, elles écrivent à leurs époux et elles lisent toutes seules leurs réponses. Vous devez éduquer les filles aussi bien que les garçons. Qu'est-ce qu'un homme sans éducation? Rien. Que vous dire de plus? Vous devez envoyer mon fils, Nadir Khan, à l'école. Lettre du soldat Firoz Khan. Les voitures Tolobil, Les ambulances? oui, vont partout chercher les blessés. Les mandarins médicaments Ça doit être les médecins. coupent bras et jambes, ouvrent les ventres et plantent des yeux de verre dans les orbites des aveugles. À côté des baraques marquées d'un hiéroglyphe rouge, La Croix-Rouge? on s'étend à un immense champ où l'on enfouit les morts. Et les croix pointillent ces tombes comme les épis rouges, nos champs de maïs. Les femmes sont très belles et nous accordent librement leur faveur. Mais contrairement à l'habitude de notre pays, elles ne mettent pas les jambes sur les épaules. Censuré. Moi, je suis incapable de juger. Parce que lorsque nous faisons la guerre en Orient, nous la faisons à notre manière. Alliés chez nous. Saint-Omer et sa région sont devenus anglais.
Après la guerre, l'inspection d'académie demande aux élèves du lycée Saint-Bertin d'écrire quelques souvenirs sur la présence des troupes britanniques et étrangères dans la région. Élève Soulier, où en est votre dissertation? Assis. Bien, je vous écoute. Nous sommes à un carrefour. C'est bien. Route, canaux, ligne de chemin de fer, à mi-chemin entre le front et les ports. Fifres, tambours, cornemuses, soldats en kaki, juchés sur les marchepieds, chantant des chansons que les enfants du pays, les ricanisent, comme ils nous appellent. Répétons avec eux. My brother is over the ocean. My sister is over the sea. My father is over another. And that's how I wanna be. Bring back, bring back my body to me. Bring back my body to me. Il veut qu'elle porte. En français, s'il vous plaît, les souliers. Ils sonnent aux portes des maisons avec leurs billettes. C'est le ticket de cantonnement. Chacun héberge son anglais. On se perfectionne en anglais. Thea, No tea. chaise, No cheese. marmelade, No marmalade. picaninis, bombs, crunchy, souliers. Tout devient anglais. Les restaurants, des affichettes fleurissent partout. Oh no, for offices only, sir. I'm sorry. Come on, Mother Fry is coming. On prend le tea, on fume des cigarettes blondes, des cigarettes anglaises. Et les autobus de Londres, à l'Impérial, ont été recrutés en urgence. Il y a aussi un contingent de Labour Corps chinois, utilisé pour toutes les basses besognes. On les voit dans la ville avec leurs bottes de poivre sous bras, formant des tomates, de l'ail, dans des citrons. Bougala! Bougala! Bonjour! Bonjour! Les bâtiments de la ville sont tous recrutés pour les services de l'armée. Il y a des cantonnements partout. Il paraît qu'il y a presque 100 000 soldats dans la région. Et l'agglomération de Saint-Omer, il y a aussi une dizaine d'hôpitaux, dont un pour les réfugiés belges, à la Malassise. C'est un livre qui rassemble des témoignages de femmes qui ont travaillé pour l'armée britannique. Ah oui, parce que c'est la première fois que des femmes sont intégrées de manière officielle dans les armées. Elles travaillent dans les bureaux, à l'arrière, mais aussi comme ambulancières ou comme infirmières. Miss Joséphine Penel est VAD, volontaire de la Croix-Rouge, et elle travaille avec les familles. C'est un corps d'ambulancières basé à Calais et Saint-Omer. En 1918, elle a 20 ans et elle écrit à ses parents. Au Signal, c'est un long défilé qui commence dans la nuit. Ambulance derrière ambulance. Un grand arc de lumière qui s'anime. On passe devant un sergent et on lui dit « 9 blessés assis !» Et le sergent nous indique « À la station, numéro 4 !» Je passe aux blessés un paquet de cigarettes par la petite fenêtre à l'arrière et j'en garde une pour moi. J'esquive au mieux les pires ornières, je tourne sur le pont Canal et longe le quai par la rue Édouard Deveau. Puis de retour à la gare, on s'occupe maintenant des blessés en brancard. Un grand brûlé, une pauvre momie qu'on dépose le plus délicatement possible sur la civière, les jambes attachées sur les montants. Une ordonnance monte à l'arrière et lui verse dans la bouche des petites gouttes de brandy, de l'alcool. On n'a pas d'autre calmant.
Après la guerre, l'évêché du Pas-de-Calais demande au curé d'écrire les souvenirs qui se sont passés, les faits marquants qui se sont passés dans leur paroisse. Voici donc quelques extraits des conférences paroissiales. Dans nos paroisses, qui passe français, anglais, Indiens, Canadiens, néo-zélandais, australiens, Chinois et pour finir, les portugais. dans ma paroisse à Eck, après les premières ferveurs du début de la guerre, l'imagination s'affole. On voit Jupiter qui brille et on croit y voir le drapeau tricolore ou Jeanne d'Arc dans les taches de la lune. Tous les mêmes. Pourquoi continuer de prier alors que le ciel semble sourd? Pourtant, la France chrétienne est vigilante et prie. Chez nous, à Crèque, Mamé, Marthe, le séjour des troupes portugaises est tout à fait préjudiciable. Oh, chez nous, à Herbel, ils ont établi un hôpital sous tente, mais nos paroissiens peuvent profiter des soins. La charité s'est particulièrement manifestée envers les réfugiés. On les accueille au moulin de Nordos. Et chez nous, à Eberlec, nous prenons soin de 400 d'entre eux. Le mercantilisme dans tout ce qu'il a de plus sordide. C'est ici, dans une page de l'histoire, que je voudrais déchirer. Tout passe, tout là. Oui, mon très cher père, on s'habitue à tout, même au pire, même aux jupes des Écossais. Que ta volonté soit Quant à l'amour des boissons alcoolisées, je n'en parlerai pas. Les punitions sont pourtant terribles s'ils sont trouvés ivres. On en a vu un crucifié pendant 2 jours le long de la route. Oh, du point de vue des bonnes mœurs, la guerre est un fléau. Les hommes sont dans une situation anormale et les filles les provoquent. Dans les cabarets, ce sont elles qui servent les soldats. Ce sont elles les plus coupables. pardonne-nous nos offenses. Oh, oui, à eux qui ont offensé. Ne nous soumets pas à la tentation. Les Anglais sont des voleurs. À Douen, on a constaté après leur départ la disparition de chaises, d'une échelle et de vin. Oh, quand les Anglais arrivent, les poules arrêtent de pondre. Ah ben tiens, à propos de pauvre, l'enfant Bernard, qui est mort 2 jours après son baptême, figure d'anglais, tête d'hindou, cheveux crépus et tout ça à tel métis. Délivre-nous du mal. Séquence fait divers. L'indépendant de Saint-Omer. Depuis le 2 août sont interdites toutes les importations de pigeons voyageurs étrangers et de tout mouvement de pigeons voyageurs à l'intérieur du territoire français, sauf autorisation spéciale des autorités militaires. Avis à nos lecteurs, il est interdit, dès la
déclaration de guerre de publier des informations autres que celles communiquées par le gouvernement. Et en général, toute information de nature à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit des populations. En prévision des rigueurs de l'hiver, la Ligue française répond au sentiment patriotique en organisant à Saint-Omer la confection de vêtements tricotés pour nos chers combattants. Contre les risques de guerre, Lloyds, assureur anglais, s'adressait à Monsieur Machin, place du Vinquet à Saint-Omer. Le témoignage de Lucie Couturier est tout à fait exceptionnel. Lucie Couturier est une femme peintre et elle ne vit pas dans la région mais en Provence. Et voilà qu'un jour, elle voit les soldats qui commencent à arracher les magnifiques oliviers, les sistres autour de sa maison. Ils vont installer là des sordides campements pour que les tirailleurs sénégalais puissent venir passer l'hiver au chaud. Et puis venir aussi en convalescence. Elle se lie d'amitié avec ces hommes. Et après la guerre, elle écrira ce livre tout à fait exceptionnel. Elle donne la voix à ces hommes analphabètes, mais donc illettrés, dont on oubliera leur témoignage. Et elle découvre aussi quelque chose, elle découvre La brochure qui s'intitule « Le français tel que le parlent nos tirailleurs sénégalais ». Alors là, s'il y en a qui sont endormis, c'est le moment de vous réveiller. Parce que c'est une brochure officielle, le français tel que le parlent nos tirailleurs sénégalais, qui est édité par le Haut Commandement militaire. Il fait connaître aux officiers de l'armée coloniale leurs devoirs relatifs à l'instruction des recrues noirs. Attends, tu veux dire que le commandement militaire invente une langue qui interdit aux Noirs de parler le vrai français? Absolument. La brochure enjoint à la pure suppression des verbes suivants. Être, Avoir, aimer, vouloir, pouvoir, voir, devoir, savoir, etc. et leur remplacement systématique par les expressions Y a, il y a gagné, y a bon, il y a content, y a moyen, il y a besoin, y a donné coup de la main. sont supprimés le genre, Le nombre, lequel s'exprime par des chiffres ajoutés. le résultat est celui-ci. La phrase « je pioche fort » se dira en langage colonial. Vous allez voir, c'est très simple. Je pioche fort. Donc, moi, y a faire manière outil la pioche avec mon la main de trop-trop. C'est limpide, n'est-ce pas? C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous dans la colonie pour défendre le pays. Nous avons abandonné nos parents, nos aînés. Et nous avons au cœur une invincible ardeur. Nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, à ceux qui roulent les tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin. C'est nous les Jamaïcains. Il faut que je vous parle de Dambadia. Depuis son retour du front, j'ai donné à Dambadia des notions de sciences naturelles, d'histoire, de géographie, d'arithmétique. Il apprend tout très vite. Quand je lui demande « Que veux-tu apprendre aujourd'hui ?» il me répond « Pas la
peine de demander. Tout ce que je sais pas, je veux connaître. Jamais il n'aurait manqué sa leçon sauf contrainte de l'armée. Aussi, quand il commence à s'absenter, je suppose que ce jeune garçon sentimental de 20 ans a une amie. Et voilà que je trouve dans un livre oublié un brouillon de lettres. Ma bonne petite amie. C'est vrai que nous ne pouvions plus nous arrêter de nous aimer. Tout ça qu'il est arrivé hier, c'est tout seul qu'il est arrivé. Mais enfin, c'est le meilleur quand même. Oh, j'ai été trop content hier soir. Vous me direz s'il vous a fait du bien aussi. Parce que s'il vous a fait du mal, nous le ferons plus. Mais s'il vous a fait du bien, comme à moi, nous ne serons plus jamais malheureux. Quand quelques jours plus tard il m'en parle, je le remercie de sa confiance. Tambadia enferme alors son visage dans ses mains, comme s'il allait se mettre à pleurer. Oh, pas beaucoup de Français regardent Sénégalais comme vous. L'autre jour, ma petite amie, elle est venue me chercher au camp. Oh, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gradés européens? Ils m'ont crié, oh là là, ils ont crié. Mais Tambadia, comment tout cela est-il arrivé? Je ne sais pas. Nous n'avons jamais parlé de rien avec elle, ni mariée, ni l'année prochaine, ni l'argent, ni rien du tout. La première fois, c'est pour acheter des pistaches. Elle tient une épicerie. Les premiers jours, je rentrais pas même dans le magasin. Elle m'a demandé comment c'est que je parle pas comme les autres tirailleurs qui disent toujours « y a bon, y a pas bon ». Elle m'a fait raconter les choses de la guerre et du Sénégal. Et quand je parlais mal sur les mots, elle ne pouvait plus finir de rire. Elle est toute jeune hein, encore. Et un jour, elle m'a dit... Tambadia, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on raconte, que dans ton pays, les hommes et les femmes ne savent pas bien s'embrasser? J'ai dit oui, c'est vrai. Et elle m'a tendu la main pour me faire essayer. Quelquefois, j'étais au magasin pour l'aider à apporter les boîtes. Et les jours que j'étais obligée de rester au camp, je ne pouvais pas penser tranquille. Une fois, j'ai raconté le rêve que j'ai fait. Elle était venue juste à côté de moi, sur mon lit, assise. Et elle m'a demandé... C'est assise à côté de toi comme ça que j'étais dans ton rêve? Moi, je n'ai pas répondu. J'ai regardé comment c'est qu'elle était assise à côté de moi sur les caisses. Et quand elle a vu que je regardais, elle est tombée sur moi et elle m'a embrassée. Et moi, je l'ai embrassée la même chose. Nous avons été bien heureux ce jour-là. Et c'est pas longtemps qu'un Sénégalais il peut être heureux dans son cœur, en France. Quand quelques jours plus tard, je vois mon Tambadia arriver tout silencieux, j'ai tout de suite compris. Il m'a laissé mettre sa tasse de chocolat devant lui, et comme un grand blessé, je l'ai regardé souffrir. Ne la voyant plus au magasin, il a été frappé à la maison, à Saint-Raphaël, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on lui annonce qu'elle était partie à Nice, et qu'on l'a mariée à un adjudant européen. Quand on m'a dit cette parole, j'ai marché sans pouvoir m'arrêter, sans pouvoir aller nulle part, ni au camp, ni aucun endroit, seulement marcher et attendre jusqu'ici. Paul Raoul a 10 ans et il habite à Saint-Floris. Saint-Floris, c'est un village qui est juste à côté du front
front. Les soldats vont une quinzaine de jours au front, dans les tranchées, et puis ils reviennent se reposer dans les villages proches. C'est le cas de Saint-Floris. Et donc la maison de Paul Raoul va servir pour accueillir les officiers britanniques. Après la guerre, il écrira « Mon devoir de mémoire » où il pose son regard d'enfant sur toutes les troupes de tous les pays qui sont passés dans son village. Et il garde un souvenir ému de l'un d'eux, Sahaddin, un Indien de l'Inde. Sahaddin est tout de suite devenu mon ami. Il cuisine, dresse la table, sert en silence les officiers, dessert la table, lave la vaisselle et trouve le temps d'aider ma mère aux tâches ménagères. Un officier appelle depuis la salle à manger. « Sahaddin !»« Yes, sir !» répond Sahaddin, sans claquement de talons et toujours en chaussons, pour ne pas salir. Un jour, en rentrant de la classe, ma mère trouve alignées sur le rebord de la table 6 pièces de 2 sous. Et Sahaddin explique. Moi, casser verre à madame. Moi, déjà cassé verre à mademoiselle Luce, à laisser terrain, non pas décalé, et moi payé 12 sous. Ma mère, bien sûr, a refusé les 12 sous. Mais Sahaddin nous en est devenu encore plus cher. Il a de la culture. Il reçoit un journal de l'Inde, écrit en hindoustani, et il me fait découvrir les caractères mystérieux qui courent de droite à gauche. Il commente. Le journal dit grand incendie à Calcutta. Oh, un tigre fait beaucoup peur au village. Et de la guerre, Sahaddin, que dit-on de la guerre dans ton journal? Le journal, pas parler la guerre. Je fus choquée par cette absence délibérée d'information. Ces hommes, venus de l'autre côté du monde, venir à mourir à côté de chez moi, à Neufchâtel, n'ont droit à aucune mention dans les journaux de leur pays. Monsieur Paul Raoul? C'est moi. C'est qui? C'est mon frère. Et il est où? Aux éparges. Les éparges. C'est Verdun, ça. C'est d'un sale coin que je t'écris. Mon très cher frère, il y a tellement de boue que j'en suis pourri. On me croirait de terre. J'ai de la flotte par-dessus les genoux. J'emmène pas large. Et je grelotte en songeant à vous. Je suis aux éparges. Comme tranché, y a rien de rien. Faut voir cette vie. T'as pas idée de ce sale terrain. Moche à l'envie. On poirote dans des trous d'obus. Y a guère de marge pour se balader, mon vieux. Salut, je suis aux éparges. Je crève de faim car il y a de la nuit qu'on ravitaille. On pète une fois puis c'est fini, on la mange ailleurs. Un seul repas, un seul par jour. Je m'en paie une large, je reste sur 20, je ne reste plus l'ombre. Je suis aux éparges. Je me demande comment je peux résister à tant de souffrance. La bête humaine est pour l'amour, plus forte qu'on pense. J'aimerais mieux courir au péril dans une charge que d'être embourbé jusqu'au nombril. Je suis aux éparges. Enfin mon vieux, je m'en fais pas trop, ce serait pas bête. J'espère piger dans le
jour soit né, je tiens au cépage. Monsieur Souillane? Monsieur Souillane, les professeurs. Donc il est professeur en Chine et à l'âge de 35 ans, il décide de venir en Europe afin de découvrir l'Europe. Il s'engage comme ouvrier afin de découvrir l'Europe et de l'étudier. À son retour en Chine, il va écrire un livre dont il va nous lire quelques extraits. Monsieur Souillane, c'est à vous. Les Anglais m'avaient affecté dans la ville d'Azebrook et m'avaient proposé de devenir sous-chef, assistant du contremaître. Mais j'ai refusé. J'étais venu en Europe pour observer les coutumes et comprendre les méthodes d'éducation. Et en tant que simple ouvrier, j'avais un peu de temps. Je comprenais l'anglais et j'obtenais parfois l'autorisation de visiter des écoles. De plus, mes compagnons ouvriers étaient difficiles à gérer, souvent incorrects et indisciplinés. Je ne tenais pas du tout à être leur chef. J'ai pu d'ailleurs constater le niveau d'éducation chinoise. Un jour, un ouvrier me demande « Monsieur Sun, s'il vous plaît, pourriez-vous écrire une lettre à ma famille? Je vais payer 20 jours de salaire. » Un jour de salaire, mais garde ton argent. Tu viens de quelle province? Je ne sais pas. Si tu ne sais pas où tu habites, je ne peux pas écrire. Oh, monsieur Sun, je vous en supplie, vous écrivez pour les autres, alors vous pouvez m'aider. Bon, dis-moi, que faisais-tu chez toi? Je cultivais la terre. Bon. Tu as déjà été au marché. Quel est le nom de ta ville? Je n'ai jamais été en ville. À la campagne, on a tout ce qu'il faut. Retourne auprès de tes amis, renseigne-toi, puis reviens vers moi, et je t'aiderai. Nous n'étions que 5 ou 6 à savoir écrire. Chez les Anglais, il n'y avait personne qui ne le savait. 小中无许端，装满饥寒我允许你都悄悄来，说不来特别多。 J'ai pu visiter une école primaire. Les enfants français sont gros et blancs, et pendant les cours, aucun élève n'était distrait. Ils se disputaient pour être le premier et répondre aux questions, être le premier en classe. Pendant mes années d'enseignement en Chine, je n'ai jamais vu des élèves faire autant d'efforts. J'aurais bien aimé parler avec les professeurs, mais là, je ne connaissais pas le français, juste encore un peu d'anglais. En m'aidant avec des gestes. Un jour, alors que nous étions au travail, des camions arrivent, des gens en descendent. La couleur de leur peau est noire et brillante, leurs yeux blancs, les lèvres et la langue rouge, les dents blanches comme de la neige, le visage féroce comme des fauves. Ils se ressemblent tous. Je demande à un Anglais. Ce sont des Indiens africains du Sud. Si je n'étais pas venu travailler ici pendant cette guerre, je n'aurais jamais vu les Africains à la peau brûlée. 小中无许端，装满饥寒
Chinois sont restés pour la reconstruction. Enfin, ce que eux ont surtout reconstruit, ce sont les cimetières. Déterrer les morts, les replacer correctement. Le sale boulot. Nous ne pouvons terminer ce voyage dans la Mauritanie et à Saint-Omer pendant la Grande Guerre sans parler de la Royal Flying Corps. Royal Flying Corps. Qui deviendra la célébrissime Royal Air Force, créée à Saint-Omer, ou plus exactement à Longnes. Pendant cette guerre qui connaîtra un développement formidable de l'aviation, rappelons-nous que les premiers avions ont été achetés par l'armée en 1911. Les pertes en hommes et en matériel sont énormes. To do or die. Y aller ou mourir, les aviateurs sont les rois du ciel, admirés de tous, avec les as, titres donnés aux aviateurs quand ils ont abattu 5 avions ennemis. Cécile Lewis est l'un d'eux. En mars 1916, il arrive à Saint-Omer. 18 ans! Vous savez quoi? Pour mon anniversaire, je suis intégrée au 22e escadron d'aviation à Saint-Omer. J'arrive au hangar et Patrick, l'instructeur, me présente. Hi boy, how are you? Well, now this is your plane. This is a BE-2C. C'est ton avion. Tu voles autant que tu veux. S'il te va, il est à toi. Un avion? À moi tout seul? Oui, enfin d'abord, tu me suis et tu essaies de t'accrocher à la gueule, mon avion. Attention, mon garçon, c'est parti. Et nous voilà à 5000 pieds au-dessus du ciel. Mon cœur explose. Jusqu'à présent, je n'ai jamais volé que tout doucement, en rêve constamment sur les tableaux d'ordre. Impossible de regarder quoi que ce soit, seulement suivre, tourner, descendre, voler. De temps en temps, Patrick me fait un signe de d'encouragement. Et quand de temps en temps, j'arrive à le suivre correctement, je suis fière comme un loup. Yeah, come on, boy, c'était pas trop mal. Combien d'heures de vol tu as dans les packs? 14. 14? Yes. Mais c'est un crime, comment peut-on envoyer des jeunes blancs mécaniques aussi peu d'instructions? Je vais voir avec un major, vous allez vous faire tuer comme des canards morts, c'est pas vrai. Tu dois avoir au moins 50 heures de vol en plus. Allez, come on, let's go, have a beer. Quelques millions d'âmes tombées, quelques millions de macabées, et qu'ils soient vainqueurs ou vaincus, le monde entier